Alors, nous approchons de la cinquantaine de personnes présentes, donc on va lancer lentement la séance de cet après-midi qui est composée donc de deux moments. D'abord la troisième séance comme telle et une table ronde qui vous suivra à 15 heures, je crois. Oui, à 15 heures. À 14h40. Donc, la première séance s'appelle l'atelier, échanger, discuter. Ce matin, nous entendions Michel Goulet qui nous disait qu'il interdisait l'entrée de son atelier à quiconque, à moins d'une invitation, personne n'était admis. Qu'en est-il des autres artistes? L'atelier favorise-t-il des échanges, des rencontres avec différents groupes de personnes? Est-ce que ces rencontres apportent quelque chose à l'artiste? Quels sont les résultats, les fruits de ces échanges? Pour répondre à ces questions, nous avons trois intervenants, Janet Brooke, Marie Côté et Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. La première que nous entendons est Janet Brooke, qui fera revivre pour nous la vie sociale de l'atelier d'Henri Hébert. Conservatrice et directrice de musée depuis plusieurs décennies au Québec et en Ontario, Janet Brooke est spécialisée de l'art européen et de l'histoire des collections. En tant que commissaire et auteur, elle est responsable de plusieurs projets d'envergure, tels la célèbre exposition Le goût de l'art, collectionneur montréalais 1880-1920 au Musée des Beaux-Arts en 1989, From Cézanne to Matisse, Great French Painting from the Bronze Foundation à l'Egio en 1994, Rodin à Québec au Musée national des Beaux-Arts du Québec en 1998, ou encore Les Peintres du Roi, 1648-1793, un catalogue publié à la Réunion des musées nationaux en 2000. Chercheuse indépendante, elle se penche sur la collection, présentement, elle fait de la recherche sur la collection de Sir William Van Horne, un projet appuyé par un fellowship du Center for History of Collecting de la Frick Art Reference Library de New York. En 2000, Janet Brooke était commissaire d'une exposition Henri Hébert, un sculpteur moderne au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Donc, c'était en 2000 et aujourd'hui, elle va faire revivre pour nous la vie sociale, la vie artistique de l'atelier d'Henri Hébert. Alors, bienvenue, Janet Brooke. Merci. Alors là, je fais share screen, c'est ça? Oui. Bonjour. C'est ma première conférence Zoom, alors j'espère que les gens vont être un peu patients avec moi. Je ne suis pas très douée pour la technologie. Bon, déjà, ça va mal. Voilà. Dans ses mémoires publiés en 1968, l'écrivain Robert de Roquebrune raconte les origines du NIGOG, revue montréalaise d'art moderniste, qu'il avait créée début 1918 avec le musicien Léopold Morin et le critique d'art Fernand Préfontaine, pendant que la Grande Guerre battait toujours son plein en Europe. Selon lui, et je cite, « Nous avons fini par former un groupe, une petite société qui se retrouvait périodiquement. Les Hébert avaient leur atelier rue Labelle et nous allions parfois, avec les Préfontaine, passer quelques heures au milieu des projets des monuments dans ce grand hangar sans meubles où on s'asseyait sur des tabourets de bois. Durant ce sinistre hiver, l'ennui nous paralysait. Au lieu de parler de la guerre, d'échanger nos appréhensions pour la France, nous préparions un numéro du NIGOG. » Ce souvenir nous fournit la première évocation publiée de ce qui était un rare exemple d'atelier de sculpteur construit comme tel au Québec et en fait au Canada. D'ailleurs, il s'agissait d'un lieu de création pendant presque 80 ans pour trois artistes s'étalant sur deux générations, de la famille Hébert, Louis-Philippe et ses deux fils, le sculpteur Henri et le peintre Adrien. C'est l'époque d'Henri dont je parle aujourd'hui, ce sculpteur moderniste qui a marqué l'histoire de l'art québécois avec ses monuments publics, tels le monument aux morts d'Outremont de 1924,
Ses collaborations avec les architectes et une importante production de sculptures indépendantes. Franchissons donc la porte de 1238 rue Labelle au centre de ce qu'on baptisait, à l'image de Paris, le quartier latin, alors en plein essor. Pour vous situer, nous sommes derrière la rue Berry, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque. Henri Hébert, éternel clope aux lèvres, nous fait entrer. Suite aux rencontres des jeunes créateurs d'Unigog, c'est au tour de Jean Chauvin de nous fournir une description des lieux dans son livre Atelier, paru en 1928. Je cite: « Le fidèle Paul nous introduit dans l'accueillant atelier de son patron. Netté de son vitrail et dans le défaut de toit d'une large verrière oblique, l'atelier que construisit le statuaire Philippe Hébert, voilà plus que 40 ans, serait assez difficile à reconnaître dans cette petite rue modeste et tranquille où ne s'élèvent que de modestes maisons toutes pareilles. » Dès son retour définitif à sa ville natale en 1909, de la France où il avait passé une partie importante de sa jeunesse, Henri Hébert s'est installé dans l'atelier montréalais qu'avait fait construire son père Louis-Philippe, alors le sculpteur prééminent du Canada, derrière sa maison rue Berry en 1884. Avec sa façade de 28 pieds de large, une profondeur de 21 pieds et surtout un plafond éclairé de 19 pieds, il était conçu pour accommoder les grands formats nécessaires au métier de sculpteur. Cette photo d'un coin d'atelier, prise bien des années plus tard, en 1942, nous évoque un espace toujours en pleine production, une véritable caverne d'Ali Baba, à l'image du hangar des souvenirs de Roquebrune 25 ans auparavant. Mais de toute évidence, les espaces se prêtaient aux activités plus convives, telles les dîners agréables. Ici, dans un tableau d'Adrien de la même époque, nous voyons Henri debout, s'occupant de ses invités, avec une domestique qui aide au service. Aux alentours, ce quartier latin, élu par les jeunes artistes et intellectuels québécois, se transformait avec une véritable explosion de construction d'édifices institutionnels, entre autres la Bibliothèque Saint-Sulpice, inaugurée en 1912, et le site d'une exposition des œuvres des frères Hébert en 1916, le Conservatoire La Salle, dont le portrait de son fondateur est modelé par Henri en 1910, l'École des Beaux-Arts, l'École technique et l'École des hautes études commerciales, ces deux derniers ornés de sculptures commandées à Henri et son père en 1910. Côté loisirs, Henri et ses amis auraient pu profiter de plusieurs théâtres et de maisons de variété, aussi du Huimatoscope, première salle de cinéma au Canada, qui avait ouvert ses portes en 1906. Le célèbre restaurant français Chez Pierre se trouverait presque en face de l'atelier, sur la rue Labelle, à partir de 1930 environ. Et la Bonne Baguette ne manquerait pas non plus. La maison Cousin, le premier boulanger français en ville, offrirait son pain à sa boutique coin Sainte-Catherine et Berry à partir de 1921. Henri Hébert, mondain, de nature ouverte, sociale et gourmande, a sans doute profité de tout ce que son quartier lui offrait. À part la production artistique et la vie professionnelle, on peut bien se demander ce qui s'est passé au quotidien dans cet atelier, un peu à l'écart du regard des curieux. Un poignet de photographies nous en donne un aperçu. Comme on sait déjà, il y avait, oui, les Roquebrune, Préfontaine, Chauvin et combien d'autres confrères professionnels. La Société de sculpteurs du Canada y a été fondée en 1928. Les réunions et rencontres de collègues s'y passaient, tels ses amis de l'Arts Club, le groupe Beaver Hall, et le Pen and Pencil Club, les clients aussi, bien entendu. Mais clairement, Henri Hébert ne vivait pas que de l'art et de l'eau fraîche.
Il se donnait volontiers aux rencontres et échanges nettement moins élevés et plus intimes. Grâce à l'invention de l'appareil Kodak Brownie, qui rendait la photographie à la portée universelle, plusieurs instantanés, conservés au Musée national des beaux-arts du Québec et au Centre canadien d'architecture, nous offrent un aperçu plus varié de la vie rue Labelle. Et ici, il faut introduire un autre ami et collaborateur important du cercle d'Hébert, l'architecte Ernest Cormier, parmi les conquis de cette nouvelle technologie, car c'est en partie à lui que nous devons l'entrée nouvelle à l'atelier Hébert. La plupart de ces photos datent autour des années 20, en plein année folle, et il faut comprendre qu'il ne s'agit donc qu'une fenêtre assez étroite sur la vie plus décontractée de l'atelier. Par contre, elles sont très parlantes. Les sujets de prédilection sont les sœurs Perron, Cécile et Chlorinthe, belles, inséparables, osées, cocasses, drôles, mystérieuses. En fait, nous ne connaissons que très peu sur elles, outre ces photos et les œuvres d'Hébert qu'elles ont inspirées. Comment sont-elles entrées dans ce cercle masculin, autant qu'en muse qu'en amie? D'où venaient-elles? On sait que Chlorinthe, et Cécile peut-être aussi, est vite devenue la maîtresse d'Ernest Cormier, veuf depuis 1918, qu'elle demeurait chez lui à la demi-cachette dans sa nouvelle maison avenue des Pins, hors vue d'une société encore régie par les normes catholiques. Bien plus tard, quelques années avant sa mort, soit en 1976, Ernest et Chlorinthe s'épousaient. Quant à Henri, il n'existe aucun document qui pourrait nous renseigner sur ses attaches amoureuses. L'atelier d'Henri, ainsi que celui d'Ernest, à l'angle des rues Saint-Urbain et Milton, et séparé d'une petite vingtaine de minutes à pied, s'offrait comme lieu idéal pour faire ce qu'on voulait, en toute liberté, comme démontrent ces photos. Poser, danser, rire, se déshabiller, se déguiser, taquiner. Ces images que Hébert, Cormier et surtout les sœurs Perron n'auraient probablement pas songé à diffuser au-delà de leur petit cercle, nous dévoilent une vie d'atelier décontractée, plus intime et spontanée, où on se permettait de narguer les normes de la société à l'écart des jugements de l'extérieur. Et ici, je dois m'excuser pour la pauvre qualité de ces images. L'obtention des photos des archives n'a pas été toujours possible dans cette ère de COVID. Pour Henri, Chlorinthe et Cécile Perron étaient surtout muses et modèles. Il existe plusieurs photographies de l'une ou l'autre, aux liens étroits avec les sculptures datant des années 20, ainsi que des aquarelles et des gravures, toutes de femmes résolument modernes. Suite au décès d'Henri en 1950, c'est au tour de son frère Adrien de prendre possession de l'atelier. Quelques photographies ultérieures montrent à quel point le local avait changé. La plupart des sculptures ont disparu, remplacées par les œuvres du peintre. L'espace a pris un air nettement plus domestique. En avril 1963, Adrien, qui prenait de l'âge, vendait l'immeuble et l'atelier était démoli par la suite pour faire place à une caisse populaire et son stationnement. La rue Labelle se dégradait progressivement pour devenir une ruelle miteuse. Plus récemment, l'embourgeoisement s'impose. Un bloc de condominium remplace aujourd'hui le parking. Et avec tout cela, l'histoire de 1238 rue Labelle se termine. Un site de création de 3 artistes, un lieu de rencontre professionnelle et personnelle, la scène d'innombrables événements petits et grands, un refuge, un dépôt d'œuvres et d'archives, une demeure pendant 7 décennies, pour devenir sans doute par la suite un fardeau à gérer. Combien de son histoire ne sera jamais racontée? Nous ne pouvons que déplorer la perte de ce qu'on aurait pu y glaner si l'atelier Hébert aurait survécu. Si vous voulez vous renseigner davantage sur la vie et l'œuvre d'Henri Hébert, je vous invite à consulter le catalogue publié lors de l'exposition
présenté au Musée national des beaux-arts du Québec en 2000-2001. Merci. Et comme celui de la liberté qu'on regrette effectivement qu'il soit démoli pour faire place à un parking et ensuite un édifice appartement. On poursuit avec un atelier qui, lui, est encore bien vivant et actif, celui de Marie Côté, l'artiste Marie Côté, qu'elle partage avec son conjoint Joseph Branco. Comme sculpteur et céramiste, Marie Côté s'intéresse à l'espace et à la lumière. Depuis plus de 15 ans, par le biais de collaborations avec d'autres artistes et d'autres disciplines, elle produit également des œuvres qui intègrent le son et la musique. Marie est surtout connue pour son œuvre dessinée et de céramiste. Elle expose régulièrement depuis 1986 et ses œuvres sont parties de nombreuses collections privées et publiques telles que le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée régional de Rimouski et la Surrey Art Gallery. Elle elle a intitulé aujourd'hui son exposé « Notre atelier » et on va bientôt pénétrer dans l'atelier de Marie Côté. Alors, merci de nous accueillir. Je vous laisse la parole. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. OK, merci. Alors, merci beaucoup, Laurier, pour la très belle invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier. Comme Laurier vient de mentionner, c'est celui de Joseph qui est peintre et le mien. Je suis céramiste et sculpteur. Alors, Joseph et moi sommes copropriétaires d'un immeuble dans lequel il n'y a que des ateliers d'artistes. Nous avons acheté cet immeuble de 3 étages en 2002 avec 2 autres artistes. D'un commun accord, nous avons inclus dans les actes notariés de notre bâtisse sa vocation exclusivement artistique. Nous occupons le 2e étage et 1/3 du sous-sol. Chacun des copropriétaires loue aussi des espaces d'atelier à d'autres artistes. Sur notre étage, Joseph et moi avons chacun notre atelier. Il y a un petit local que nous louons présentement à de jeunes artistes et un autre qui sert de salle de glaçure et d'entreposage des matières premières les matières premières pour fabriquer les glaçures. Joseph a construit et aménagé tous les locaux. Dès le début, nos ateliers ont toujours été ouverts aux artistes occupants de l'immeuble. Nous ne comptons plus le nombre de discussions qu'il y a eu dans les escaliers, véritable lieu d'interconnexion préfigurant même les médias sociaux, tellement l'information sur le milieu des arts circulait librement, allant du commérage instructif jusqu'aux critiques les plus sérieuses ou farfelues. Mais plus sérieusement, très tôt, après s'être installé en 2005, Joseph a organisé une première exposition de ses œuvres. Les rencontres toujours stimulantes et même les ventes de ses œuvres l'ont encouragé à en monter 2 autres. Dernièrement, il a entrepris avec un ami poète la réalisation d'un tableau poème, passant ainsi beaucoup de temps avec lui dans l'atelier à choisir les poèmes et à les retranscrire sur le tableau. Personnellement, j'ai reçu 2 artistes inuits du Nunavik et une artiste du Yukon en résidence dans mon atelier pendant 1 mois dans chacun des 2 cas. J'ai régulièrement organisé des performances et des concerts avec mes amis et collaborateurs musiciens. Toutes ces performances incluent aussi mes œuvres puisqu'ils jouent, chantent et tambourinent avec. Avec un peu de réaménagement, une 40aine de personnes peut assister à un concert dans mon atelier. Nous avons toujours profité de nos espaces respectifs pour recevoir. Visite d'amis, d'artistes, de commissaires, d'intervenants, des invités. En 2019, ce sont les artistes de l'immeuble, tous les artistes de l'immeuble et quelques collaborateurs qui, durant 3 fins de semaine consécutives, ont joint leurs efforts pour présenter chacun à sa façon et dans leurs ateliers respectifs leurs œuvres. Enfin, dans un local au sous-sol, je donne aussi des cours de céramique et je loue des espaces de travail pour des potiers amateurs. Chacun a accès à l'équipement, aux glaçures et aux cuissons. Une 15aine de personnes forment notre petite communauté, des gens de tous les âges, de toutes les professions et cultures. Enfin, une joyeuse bande toujours prête à se salir les mains.
Joseph et moi avons toujours favorisé les rencontres artistiques, quelles qu'elles soient. Exposer dans nos ateliers nous permet de rencontrer tous les visiteurs et d'échanger avec eux puisque nous assumons le gardiennage. Recevoir des artistes d'ailleurs ouvre l'imaginaire sur des horizons nouveaux. Organiser des performances fait résonner plusieurs voix ensemble. Tout ça pour dire que notre atelier, bien qu'il soit un lieu de travail destiné principalement à la réalisation de nos œuvres, est aussi devenu un espace d'échange, de discussion et de partage. Ce processus de travail qui tend vers les autres nous engage sur plusieurs plans, de rêverie, de réflexion, de recherche, de production, de partage, mais aussi d'écoute. De la lecture à haute voix de poèmes à des histoires de chasse à l'ours polaire et de blizzard, s'enchevêtrent les histoires, les mots, les idées d'amis, les œuvres d'autres artistes, des gens qui nous honorent de leur présence dans nos ateliers. Nos ateliers s'imprègnent de toutes ces présences. Quand je réfléchis à toutes les interactions qui, depuis maintenant presque 20 ans, s'additionnent à notre travail et à l'histoire de nos ateliers, je ne peux m'empêcher de penser que sans ces rencontres, notre art ne serait pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Comme si chacune des histoires entendues, des paroles échangées, des œuvres réalisées enrichissent en quelque sorte notre perception du monde, celui qui nous entoure et celui avec lequel nous sommes toujours en relation. Permettez-moi maintenant d'être un peu plus personnelle et proche de ma pratique. Mes recherches, ma démarche artistique en général, mes collaborations multidisciplinaires, les cours que j'offre m'ont beaucoup appris. Mais fondamentalement, je crois aussi que l'argile que j'utilise depuis presque 40 ans comme matériau de base y est pour quelque chose. De l'argile, il y en a partout sur l'écorce terrestre. Elle sert à construire, à modeler, à fabriquer des ustensiles, qu'ils soient d'usage quotidien ou de rituel. Elle est le monde fluide de l'imagination, comme le dit l'artiste italien Fenoni. Il y a dans cette matière l'histoire du monde. Je m'en rends compte de plus en plus depuis que je cueille en nature des argiles locales. Chacune a ses spécificités, sa couleur, sa texture, qui racontent le territoire et les communautés qui l'habitent. L'argile cueillie sur les berges de la baie d'Hudson témoigne de la rudesse du climat et de la toundra. Celle cueillie en Montérégie, sur les terres les plus fertiles du Québec, raconte sa générosité. Nous marchons tous dessus. Je ne saurais pas très bien l'expliquer, mais il y a quelque chose de rassembleur avec cette matière. Partager un bon repas dans de la belle vaisselle, offrir une poterie, ramasser dans ses mains une motte de terre, de bouts de glaise, peu importe le nom qu'on lui donne, fait du bien. C'est aussi ce que me disent les personnes qui fréquentent mon atelier. Cette idée de rassemblement est peut-être plus que je ne le pense au cœur de ma pratique. La porte de mon atelier est pratiquement toujours ouverte, mais depuis mars, avec la pandémie, c'est l'absence qui a pris le pas, une rupture assez brutale. J'avoue avoir perdu un certain temps le sens des choses, de mon art et de ma contribution. Je me suis beaucoup questionnée sur l'importance ou non de faire de l'art dans un monde en déroute. Pourrait ajouter quoi au juste? Une partie de la réponse est venue de manière inattendue. Au début de juin, j'ai réouvert sur rendez-vous mon atelier à mes étudiants pour qu'ils puissent venir terminer leurs pièces. Évidemment, comme partout, mes cours se sont interrompus brusquement en mars. Pour ceux qui pouvaient venir, je les ai accueillis, aidés dans la finition de leur poterie et parlé avec eux. Ce sont tous ces échanges dans un atelier où je n'arrivais pas à produire ou si peu qui m'ont aidé à reprendre mon travail petit à petit. Comme si mon désir de rêver et d'imaginer revenait, mais à sens inverse, nourri d'abord de l'extérieur. Comme si la résonance entre la part de mon atelier, lieu de socialisation, se rétablissait avec la part de mon atelier, lieu de réalisation, par le chemin d'échanges mutuels, de partage et de vulnérabilité avec les autres. C'est ce constat qui me permet aujourd'hui d'entrevoir la possibilité de partage comme moteur d'avancement. Certes, nos ateliers ont toujours été ouverts, mais aujourd'hui, ces lieux sont devenus aussi porteurs d'une réalité communautaire
qui demeure néanmoins aussi abstraite, malléable et indéfinie que celle d'être un artiste dans le monde actuel. Faire de l'art dans un même lieu depuis presque 20 ans, c'est découvrir au fil du temps le sens de nos actions et sentir tout ce qui s'y lie. C'est garder le goût d'agrandir le cercle, c'est d'être ouvert à ce qui est. En terminant, et pour le plaisir, j'aimerais convoquer un peu de notre passé. Ce bol que j'ai tourné est fait avec de l'argile que j'ai cueillie à 10 pieds de profondeur cet été en Montérégie à Sainte-Rosalie. L'argile dans les basses terres du Saint-Laurent est de la sédimentation qui remonte à la présence de la mer de Champlain il y a de cela 10 000 ans. Ce bol résonne et chante. Est-ce que les premiers arrivants sur cette terre étaient conscients de la qualité sonore de cette argile? Nous ne le saurons jamais. Mais un archéologue en visite dans mon atelier m'a raconté que cette argile servait sans doute aux Autochtones à faire des ustensiles de cuisine. Et vu les méthodes rudimentaires de cuisson d'argile, ils ne la cuisaient certainement pas à la même température que nous aujourd'hui. Les poteries ne résonnaient peut-être pas. Par contre, à chaque repas préparé dans un récipient, la terre cuisait un peu plus, gagnant en vitrification et conservant dans l'épaisseur de ses parois et de sa patine les goûts, les saveurs des aliments précédents. Une belle accumulation. Voici en tout cas ce que nous fait entendre cette accumulation de 10 000 ans d'histoire partagée. Merci. Merci, Marie, de cette présentation performance qui a permis de convoquer tous ces siècles et de révéler justement la richesse de l'activité qui se déroule dans votre atelier de la rue Papineau, un véritable carrefour, un lieu de rencontre qui se marie très bien avec votre, je dirais, nature et votre production. Pour clore cette première série d'interventions, avant de vous entendre avec vos questions, vos commentaires, nous allons maintenant céder la parole à Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, qui est conservatrice de l'art contemporain au Musée d'art de Joliette. Anne-Marie a obtenu une maîtrise en études des arts à l'Université du Québec à Montréal, suite à des études en art visuel et en lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Elle s'intéresse tout particulièrement au thème de l'identité, des enjeux culturels explorés par les pratiques artistiques contemporaines. À titre de commissaire et de conservatrice, elle a souvent l'occasion de rencontrer des artistes dans leur atelier. C'est de cette expérience qu'elle va maintenant nous parler. Et donc, sans plus tarder, nous accueillons de ses bureaux au Musée d'art de Joliette, Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. Bonjour. Bonjour, merci Laurier. Donc, de la salle de conférence du musée, puisque les bureaux sont ouverts chez nous, alors ce n'est pas très propice pour participer à la discussion avec vous. Je suis vraiment contente de me joindre à vous. Je n'ai pas pu être là ce matin et je suis désolée, on est en montage, donc la journée est un peu chargée. Alors, je me lance tout de suite. En fait, mon intervention, comme Laurier le disait, est ancrée dans une expérience pratique de l'atelier. J'ai choisi de vous parler de 2 projets d'exposition où la fréquentation de l'atelier a été déterminante pour leur réalisation. Puis tout au long de la discussion, de ma présentation, des images vont défiler à un rythme régulier. Je constate que souvent, les PowerPoint, on ne se rend jamais jusqu'au bout. Là. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, je vais le faire défiler. Alors, vous pourrez le suivre tout au long de ce que je vous présente. Oh, voilà. Donc, l'atelier Échanger, discuter, qui est ce panel auquel on m'a invité à participer, j'ai eu envie de réagir en précisant dans le temps et sur la durée. Donc, j'ai envie de vous parler de 2 projets d'exposition. Sophie Jaudoin, Rooms to Move, Je tue elle, et un projet d'exposition avec Monique Régevaz-Hébert qui vient juste de se terminer au Musée d'art de Joliette.
Donc, comme commissaire d'exposition, un des moments que je préfère le plus dans mon travail, c'est définitivement les visites d'atelier, les moments passés à discuter et à découvrir le travail dans le contexte où il est produit. L'atelier nous en dit beaucoup sur l'artiste avant même qu'il ou elle ne présente son travail. La personnalité des artistes se révèle dans la manière dont l'atelier est structuré. Et plus encore que les œuvres, ce sont les intérêts, les influences, les idées en friche, les explorations qui n'ont pas encore trouvé leur aboutissement, les ébauches, les restes auxquels on a accès en entrant dans l'atelier. Quand je me suis mise à réfléchir à ce qui me fascine dans l'atelier, à ce que j'avais envie de vous partager de mon rapport avec cet espace, deux choses me sont d'emblée apparues comme centrales et interreliées, le temps et la durée, et la confiance et la complicité. Ces deux facteurs sont interreliés parce que la confiance et la complicité se construisent dans le temps et sur la durée grâce à la fréquentation de l'atelier. Donc, le panel dans lequel je suis invitée à vous parler confirme d'emblée une autre intuition. L'atelier n'est pas que le lieu physique où nous nous rencontrons, il est aussi virtuel, constitué des discussions, des échanges, des idées, des courriels, des photos, des textos, des livres qui se partagent au fil du temps. Une chose que je retiens du contexte de pandémie et ses impacts sur toutes nos activités, c'est le ralentissement forcé de tout. Le confinement, le télétravail, la suspension ou le report des activités, des voyages m'a fait prendre conscience du rythme, parfois complètement fou, qui guide souvent mon travail. Et s'il y a un endroit où j'ai toujours refusé de céder à ce rythme, c'est bien dans l'atelier. L'atelier est le point de départ du travail, c'est pourquoi j'aime y arriver sans a priori, sans avoir fait de grandes recherches et lectures préalables. J'arrive l'esprit ouvert, attentive à ce qui se dévoilera à moi. Je n'ai donc que très rarement de plan préétabli avant mon arrivée. Je cherche à faire parler mon interlocuteur, je fouille, je pose des questions, je prends des notes visuelles sous forme de photographies, dont vous voyez ici des exemples. Je repère des livres, des inspirations qui nourrissent le travail. Il y a souvent une bonne heure de discussion très libre avant qu'un filon plus précis ne se dessine, qu'une information capte mon attention ou oriente le travail à venir. C'est que le temps plus long, patient de la réflexion, contrairement au temps rapide, guidé par la productivité, est garant d'une pensée qui vagabonde, qui fait des rapprochements inusités, une pensée potentiellement plus créative. Donc, en arrivant à l'atelier avec un programme préétabli, avec un horaire précis, on coupe court aux échanges et on ne laisse pas les idées suivre leur cours. C'est l'expérience que moi j'ai eue au fil de mes visites d'atelier. Il faut du temps pour que la parole se délie, que les idées s'articulent de manière plus fluide, que la pensée se partage plus librement hors de ce qui était préparé. Et c'est à ce moment-là que ce qui est le plus riche, je trouve, se révèle. Donc, deux projets, je le disais d'emblée, Sophie Jaudoin, Rooms to Move, Je tue elle, un projet qui prend naissance dans la durée, une durée qui s'étend sur 10 ans de fréquentation de l'atelier. Un projet que j'ai réalisé à titre de commissaire indépendante qui comprenait 3 expositions et une publication. Le projet s'est articulé dans la durée, je le disais. Ma première conversation avec Sophie remonte à 2010, une première visite de studio en 2012, une première invitation de ma part à participer à une exposition de groupe en 2014 avec une installation découverte à l'état d'expérimentation dans l'atelier lors de visites précédentes. Cette première collaboration formelle s'est réalisée en 2015 dans l'exposition de groupe de la parole aux actes présentée au Musée d'art contemporain des Laurentides. À peu près au même moment, en parallèle à ce travail qu'on préparait ensemble pour une exposition de groupe, Sophie m'invite à réfléchir à une exposition solo qu'on pourrait développer ensemble. Elle m'invite parce qu'elle reconnaît dans ma manière d'approcher son travail à l'atelier une même curiosité, une même attention aux détails qui est centrale dans sa pratique. Ce projet d'exposition solo a été déposé dans le cadre d'un appel à projet à expression en 2015 et c'est ce qui a été présenté en 2017 et 2018 sous le titre Rooms to Move. Et finalement, ce grand projet va se clore en 2020 avec une publication qui paraît d'ici la fin de l'année. C'est donc vraiment un engagement de 10 ans qui se concrétise dans ce projet. Ce projet est exemplaire puisque c'est de la fréquentation de l'atelier qu'ont découlé les invitations à participer et à imaginer des expositions ensemble. Et c'est parce que la complicité et la confiance s'est installée lors de visites répétées, échelonnées sur de nombreuses années, que ces projets-là ont été concrétisés. Un autre élément que je me suis rendu compte en relisant nos correspondances courriels ensemble et en retraçant l'amorce de notre travail, j'ai retrouvé un courriel de 2013 qui est une première invitation
plus direct que je lance à Sophie de m'envoyer des images ou des influences de son travail à partir de conversations qu'on a eues ensemble. Et elle m'envoie une image que vous avez vue au début de la présentation, une image d'éléments étalés au sol, des pages de livres, cassettes, des images, des dessins, des objets. Donc, un petit peu comme sa collection qui est étalée au sol et qui était vraiment une exploration dans l'atelier. Cet agencement-là, au départ, Sophie n'a pas encore commencé à considérer ça comme une œuvre. Elle me répond dans un courriel: je t'envoie en pièces jointes plusieurs images du mur et de quelques pièces individuelles. À toi de sélectionner. Cela me fera plaisir de discuter avec toi de tout cela début octobre, car je ne sais pas trop encore comment tous ces intérêts s'infiltrent dans mon travail visuel. C'est une version retravaillée de cet assemblage qui était exploratoire dans l'atelier qu'on a présenté ensemble dans l'exposition de groupe en 2015. Et c'est ce tournant dans son approche artistique qui fera l'objet ensuite de la série d'expositions qu'on a imaginées ensemble. Ainsi, c'est vraiment de la fréquentation soutenue de l'atelier, des discussions qui s'y tiennent, que cette tendance s'est affermie dans le travail de Sophie. Ce serait complètement prétentieux de ma part de dire que c'est moi qui est à l'amorce de ça. C'est pas ça du tout. En fait, son travail, cette recherche était déjà en cours dans l'atelier, mais elle n'avait jamais pris une forme publique, une forme d'œuvre qu'elle avait envie de partager publiquement. Et je pense que c'est de nos discussions dans l'atelier, entre autres, que c'est concrétisé l'idée qu'il y avait là quelque chose vraiment à continuer à explorer, puis que parce que moi, je m'y intéressais, puis je lui posais beaucoup de questions sur ces explorations-là, elle a bien compris, senti qu'il y avait une valeur à ce qu'elle était en train de développer dans l'atelier. Ensuite, le projet de Monique Réjabal-Zébert, Les ouvrages et les heures, c'est un projet qui a trouvé sa forme vraiment grâce à la fréquentation de l'atelier. Donc, si Sophie, c'est le temps qui nous a permis de développer tous ces projets-là ensemble, c'est parce que la fréquentation de l'atelier s'est déroulée sur 10 ans. Avec Monique, c'est concrètement l'espace même de son atelier qui a nourri la mise en place du projet qu'on a réalisé ensemble à Joliette. J'ai rencontré Monique Réjabal-Zébert pour la première fois lors de sa participation à l'exposition Stage Set Stage de Barbara Clausen, présentée en 2013 à la galerie SBC, alors que j'y travaillais à titre de commissaire adjointe. Nous avons eu la chance d'échanger à plusieurs reprises de son travail durant la préparation de l'exposition dont j'assurais la coordination. Moins d'1 an après mon entrée en poste au Musée d'art de Joliette, je recroisais Monique en octobre 2017 à Expression. Elle m'a alors parlé de son nouveau site Internet, j'en ai fait le tour et j'ai découvert plusieurs pans de son travail que je ne connaissais pas. Je l'ai contactée pour une visite d'atelier qui s'est organisée en novembre 2017. Puis c'est en novembre 2018 que je lui ai proposé une exposition bilan au Musée d'art de Joliette qui s'est concrétisée en 2020. 1 an s'est donc écoulé entre notre première visite d'atelier et cette invitation à travailler ensemble. Le rythme effréné de travail au musée a rendu difficile la planification de notre travail en atelier. Je n'arrivais jamais à me poser pour réfléchir à un plan avant de me rendre à son atelier. Je remettais donc toujours nos rencontres. Par exemple, dans un courriel qui date du retour des vacances de Noël en janvier 2019, j'écris: je serai très prise dans les prochaines semaines avec l'ouverture la semaine prochaine de l'exposition Dada Dana en circulation à Kamloops, puis le montage au Musée d'art de Joliette, dont le vernissage est le 2 février, puis l'ouverture de l'exposition de Shannon Booth en circulation à Paris, dont le vernissage est le 7 février. Comme tu vois, ça reprend en grand. J'aurai peut-être un peu de mal à faire un suivi avec toi avant la mi-février, mais je ne t'oublie pas, je rentre de Paris le 14-15 février. Puis, à mon retour de Paris en février 2019, j'écris: oui, je suis rentrée tout juste après la tempête de neige, alors qu'il faisait beau et étrangement doux à Paris durant mon séjour. J'ai été réinvitée pour donner une conférence pour l'exposition. J'y retourne donc dans 2 semaines pour le 7 mars. Et par la suite, je rentre une petite semaine avant mes propres vacances en famille, les 2 dernières de mars. Je pense que réalistement, je ne serai pas en mesure d'amorcer une véritable conversation avec toi avant le mois d'avril. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais le temps, comme toujours. L'exposition est alors prévue pour l'été 2021, donc je ne suis pas exactement stressée de ce rythme-là. Puis tout à coup, le calendrier change, l'exposition change à cause de coupures budgétaires, de remaniements, puis l'exposition est replacée pour l'hiver 2020, alors dans moins d'1 an. Monique accepte cette nouvelle plage horaire pour l'exposition, mais il devient de plus en plus pressant qu'on se rencontre et j'ai beaucoup de mal à me préparer pour ces séances de travail. J'hésite à arrêter une date parce que je n'arrive pas à me préparer jusqu'à ce qu'elle me rappelle ce que moi-même
j'avais oublié avec le stress de tous les projets. Pas besoin d'arriver préparé, c'est de la rencontre, de l'atelier que viendront les idées. Donc, il faut simplement se lancer. Dans le stress de tous les projets, j'en étais venue à oublier qu'il faut prendre le temps, se laisser des moments d'exploration libre et j'ai pris rendez-vous pour débuter nos séances de travail le 18 avril 2019. Déjà, par contre, nous discutions ensemble des livres qui sont cités dans son travail. Être à l'affût, à l'écoute de ce qui se dévoile dans l'atelier, c'est cette attention qui est à la source des projets d'exposition dont je suis le plus satisfaite. Ici, c'est véritablement le contexte de l'atelier de Monique qui se déploie dans un ancien logement avec une cuisine, une salle de bain, une chambre à coucher, une salle à manger, un boudoir rempli de livres, qui m'a donné l'idée de faire de l'espace domestique, du mobilier domestique, le fil conducteur de la mise en espace de l'exposition qui a été présentée à Joliette. Une carte postale épinglée à son mur d'atelier montrant une fresque où on voit un couvre-lit carrelé noir et rouge m'a tout de suite rappelé l'œuvre avec Andréline B. Petit Jésus de Monique. Lors d'une autre journée à l'atelier, je remarque des linges à vaisselle de tisserandes québécoises qui sont posés sur sa table de travail. Ramenés d'un séjour dans le bas du fleuve, ils rappellent l'esthétique des grilles de Monique tout en les ancrant dans l'univers des femmes, ce qui me confirme que cette intuition est la bonne. Puisqu'on parlait ensemble du travail des femmes, des mots des femmes, réfléchir aux espaces longtemps dédiés aux femmes, soit l'espace domestique, pour contextualiser son travail prenait tout son sens. Ainsi, les volumes servant de socle dans l'exposition sont des versions solides de mobilier qu'on retrouve dans l'atelier de Monique puis qu'on a mesuré vraiment ensemble. Un lit double, une table de cuisine, une table à café, une bibliothèque. Tous les projets d'exposition ne naissent pas d'une fréquentation assidue de l'atelier, mais ce que la fréquentation de l'atelier permet, c'est la création de projets où les rôles entre artistes et commissaires sont plus flous. Les projets deviennent des co-créations. L'exposition ne fait pas que promouvoir la pratique des artistes, mais devient un terrain de jeu où pousser le travail plus loin. L'impact de cette fréquentation soutenue se fait sentir tout autant dans le travail des artistes que dans celui du commissaire, puisque les réflexes de l'un et l'autre sont questionnés. Il y a ainsi une vraie contamination des modes de travail de l'un et l'autre que permet la fréquentation soutenue dans le temps et sur la durée de l'atelier. Merci.